Salut. Bienvenue sur Horror King. Avant qu'on commence, abonne-toi à la chaîne, laisse un pouce en l'air et dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi. Merci du soutien. Maintenant, on y va. Histoire 1. En 2005, Jean-François Vallière, sa femme Marie-Claire et leurs 3 enfants ont plié bagages à Vancouver et ont pris la route vers l'Est pour recommencer leur vie au Québec. Jean-François avait obtenu un poste au service d'expertise informatique chez Navigant Consulting à Montréal, et le salaire du nouveau travail écrasait celui qu'il gagnait avec sa propre agence de détective privée agréée. Le choix avait été simple. Dans les 2 années qui ont suivi le déménagement, Jean-François et Marie-Claire ont vécu une vie tranquille, presque trop parfaite, l'image même d'une famille prospère en banlieue. Mais le matin du 14 juin 2007, leur monde s'est fracassé. Un événement a plongé en arrêt cardiaque tous les amateurs de true crime pendant plus d'une décennie. La semaine commençant le 11 juin 2007, Jean-François a annoncé que la famille irait au parc aquatique de Québec le jeudi suivant. Les enfants, Gabriel, âgé de 12 ans, Cassandre, âgé de 11 ans, et Benoît, âgé de 8 ans, ont crié de joie. Se lever à l'aube pour une journée de toboggan? Aucun souci, ils étaient excités. Ils sont partis de Saint-Lambert, ont pris l'autoroute 20 et ont commencé la route de 3 heures vers Québec. Moins d'1 heure après le départ, la voiture s'est retrouvée sur le bas-côté. Vers 5h15 du matin, un automobiliste de passage a vu quelque chose qui a refroidi le sang. Jean-François boitait loin du véhicule. Du sang dégoulinait le long de sa jambe, une traînée sombre qui frappait la lumière blafarde du matin. L'homme qui s'est arrêté lui a demandé ce qui s'était passé. Jean-François a répondu, d'une voix qui tremblait comme une branche au vent. Il avait été touché par balle, 2 fois, une fois à la jambe, une fois au poignet. Quand le passant a voulu savoir qui avait tiré, Jean-François a marmonné. « Je crois que c'est ma femme qui m'a tiré dessus. » La Sûreté du Québec est arrivée. L'ambulance aussi. Jean-François a été emmené à l'hôpital. Il était en état de choc, les yeux hagards, le souffle court. Les policiers en uniforme ont examiné la scène pendant que l'air sentait le caoutchouc chaud, l'essence et un goût métallique, l'odeur du sang partout. À l'arrière de la voiture, les 3 enfants gisaient dans leur siège. Chacun d'eux avait reçu 2 balles mortelles. Marie-Claire était affalée sur la console centrale, la tête penchée, une entrée de balle sous le menton. À ses pieds, un pistolet 9 mm reposait sur le tapis. L'arme s'est révélée plus tard enregistrée au nom de son mari. À l'hôpital de Lévis, pendant qu'on soignait sa jambe, Jean-François semblait dans un autre monde. Il parlait comme à travers du coton, comme si la vérité était une lumière qui traversait du verre sale. Il a dit des choses qui laissaient entendre qu'il ignorait que sa femme et ses enfants étaient morts. Les enquêteurs ont dû attendre qu'il retrouve une lucidité suffisante pour l'interroger sérieusement. Quand enfin ils l'ont questionné, il a raconté une histoire qui tenait du cauchemar. Il a dit qu'environ 45 minutes après le début du trajet, Marie-Claire lui avait dit qu'elle se sentait nauséeuse et lui avait demandé de s'arrêter. Il a expliqué que ces nausées faisaient partie de ses migraines. Elle prenait du nortriptyline et du Topamax pour les calmer. Ils se sont arrêtés sur le bas-côté. Marie-Claire est restée assise. Jean-François est sorti chercher de l'air, a fait craquer ses épaules, a respiré le matin frais. Il a remarqué qu'une des sangles du coffre de toit
était un peu desserrée. Il l'a resserrée et remonté dans le véhicule, s'est assis au volant, et à ce moment-là, il a senti sa jambe qui saignait. Après ça, sa mémoire s'est trouée. Il a dit aux policiers qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir été blessé, ni d'avoir été la cible d'un tir. Il a nié quand on lui a demandé s'il pensait que Marie-Claire avait pu tirer. « Elle ne pourrait jamais faire de mal aux enfants », a-t-il dit. « Elle ne possède pas d'armes. » Pour certains, il semblait évident que Marie-Claire avait tiré sur son mari, sur les enfants, puis sur elle-même. L'amnésie de Jean-François pouvait passer pour un blocage post-traumatique, une protection instinctive du cerveau face à l'horreur. Mais pour la police, son récit sonnait faux. Les enquêteurs ont fini par croire qu'il essayait de masquer sa propre responsabilité. Quelques mois après sa sortie de l'hôpital, Jean-François a été arrêté. Après une longue détention, on l'a inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. La nouvelle a explosé dans la communauté. Les voisins, les parents d'école, les amis, personne n'en revenait. L'homme semblait si ordinaire, si présentable. Comment pouvait-il être capable d'une monstruosité pareille ? L'opinion publique a été pliée par l'histoire que Jean-François racontait. Sa femme, fouettée par ses médicaments, qui avait tiré sur ses propres enfants. Beaucoup y ont cru. Beaucoup ont pris sa défense, criant à l'erreur judiciaire. Quand le procès a eu lieu à Montréal en 2012, l'accusation a dressé un portrait différent. Les procureurs ont dit que la version de Jean-François ne collait pas avec la scène. Ils ont insisté, ses blessures semblaient s'être infligées lui-même. Son amnésie était une comédie finement pensée pour masquer la culpabilité. Et derrière tout ça, un mobile a été avancé. Les enquêteurs avaient découvert que Jean-François avait cherché sur Internet des techniques de survie et des lieux isolés pour camper dans la nature canadienne. L'accusation a soutenu que c'était soit un plan pour fuir la justice après le massacre, soit un désir morbide de repartir à zéro comme ermite survivaliste. Ils ont aussi trouvé des échanges de courriels où il demandait à quelqu'un de l'aider à simuler sa propre mort. Pire pour lui, dans ses messages, il insistait pour que sa mort soit mise en scène, de façon à ce que sa femme touche l'assurance vie. Un stratagème qui contredisait l'idée qu'il voulait se suicider ou que tout était de la folie passagère. S'il avait planifié de disparaître en laissant sa femme toucher la prime, cela tenait plus d'un calcul froid que d'une crise passagère. L'enquête a aussi révélé que, dans la semaine précédant le drame, Jean-François avait fréquenté plusieurs clubs privés et aurait dépensé un peu moins de 5 000 $ canadiens en danseuses exotiques. 2 d'entre elles ont témoigné au procès. L'une a raconté qu'il lui avait dit, à répétition, son désir de quitter sa femme et de partir vivre dans le Nord, seul, dans les bois. L'autre a déclaré qu'il se présentait en disant qu'il était célibataire et sans enfant. Pour l'accusation, c'était la preuve d'intention d'abandonner sa famille. La défense a repris l'histoire initiale. Elle a dit « Les médicaments de Marie-Claire pouvaient provoquer des pensées suicidaires, confusion et agitation. » Ils ont dit que sa femme et lui avaient récemment discuté de leur mariage, que Marie-Claire pouvait avoir basculé, avoir agi dans un accès de désespoir extrême et avoir anéanti sa famille. L'argument avait du poids. On a découvert dans l'autopsie des niveaux toxiques de nortriptyline dans son organisme. Et on a retrouvé un courriel envoyé par Marie-Claire elle-même, où elle racontait connaître une augmentation terrible d'anxiété durant les semaines qui ont précédé sa mort. Pour autant, le jury n'a pas été convaincu. Après plusieurs heures de délibération, il a rendu un verdict de culpabilité.
La sentence a suivi. Quand le juge a prononcé 4 peines d'emprisonnement à vie consécutive, la stupeur a traversé la salle. Les proches de Jean-François sont restés hébétés. Il a aussitôt interjeté appel. Il a engagé un expert en scène de crime, Robert Dionne. Dionne avait travaillé sur l'enquête à un moment et a affirmé que l'enquête avait été complètement malmenée. Il a dit qu'il y avait suffisamment d'éléments médico-légaux pour indiquer que c'était Marie-Claire qui avait tiré. Il a expliqué avec précision que la trajectoire des balles écartait la possibilité que Jean-François ait tiré depuis le siège du conducteur. C'est un point capital pour l'accusation. Pour faire croire à un suicide, Jean-François aurait dû être assis au volant, placer le canon sous le menton de sa femme et tirer. Il fallait des traces de poudre sur son menton pour faire croire à une balle tirée à bout portant. Si Jean-François n'était pas au volant au moment des tirs, toute l'histoire de la mise en scène s'effondre. Dionne ne s'est pas contenté de parler trajectoire. Il a critiqué vertement les enquêteurs. « J'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas », a-t-il dit. « Chaque fois que j'avançais une hypothèse contraire à leur théorie, ils trouvaient une raison pour m'écarter. Il s'est senti insulté. Il avait de l'expérience. Il a ajouté que les détectives semblaient obsédés par l'idée que Jean-François était le tueur. Ils n'envisageaient pas, ou ne voulaient pas envisager, qu'une mère ait pu tuer ses enfants. À leurs yeux, tout retombait sur Jean-François. Ils le voyaient comme un cerveau criminel qui connaissait les scènes de crime et qui essayait de me duper. Mais Robert Dionne n'était pas un amateur. Il a nié s'être trompé dans son interprétation des preuves. Les détectives ont tout le temps essayé de faire rentrer les preuves dans leur théorie, a-t-il dit, au lieu de laisser les preuves raconter l'histoire. Il a exposé en détail pourquoi, selon lui, l'accusation avait mal lu la scène. Il a affirmé que l'accusation avait obligé Jean-François à déboucler la ceinture de sa femme avant qu'elle ne soit abattue, alors que, en réalité, une grande tache de sang avait été trouvée à l'endroit où la boucle et la sangle se rejoignaient. Comme le sang appartenait à Jean-François, cela voulait dire que Marie-Claire avait débouclé la ceinture après que son mari ait été blessé. Un fait qui jette un doute sérieux sur la thèse de l'accusation. Pendant que la condamnation de Jean-François était pendante, ce courriel de Marie-Claire est ressorti. Il venait corroborer l'idée que son traitement avait des effets délétères. Elle disait qu'elle traversait une montée d'angoisse terrible dans les semaines précédant sa mort. La défense a cité des études, une de la Food and Drug Administration sur le nortriptyline, qui montrait un risque statistiquement significatif d'idées suicidaires chez les personnes qui prenaient ce médicament. Un psychiatre clinique a avancé que Jean-François pouvait très bien souffrir d'amnésie dissociative, déclenchée par le fait d'avoir été témoin d'un événement traumatisant. Devant tout cela, des groupes de défense des erreurs judiciaires, comme Innocence Canada, se sont emparés de l'affaire. Une campagne de financement participatif a levé une somme significative pour payer ses frais juridiques. Si la défense possède réellement un dossier aussi solide qu'elle le dit, il y a une vraie possibilité que la condamnation de Jean-François Vallière soit annulée. Au minimum, un nouveau procès pourrait être ordonné. Mais cela va rouvrir des blessures, remuer des questions qui picotent comme des brûlures. Qu'est-ce qui a donc détruit la famille Vallière ? L'autodestruction d'un père négligent, accroché à ses mensonges, ou la fureur infernale d'une femme perdue, poussée par des médicaments et par la douleur. Quand tu y penses, quand la nuit est tombée et que le bar est devenu silencieux,
il reste une seule chose qui vous marche dans la tête. Les petits corps, immobiles sur la banquette arrière, l'odeur de sang qui s'accroche au coussin et le claquement d'une ceinture que quelqu'un a débouclée dans le noir. On ne sait pas. Et parfois, le pire n'est pas la réponse, mais le doute qui te ronge à chaque gorgée. Fin de l'histoire. Pensez à vous abonner, allumer la cloche et dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Où étiez-vous quand vous avez entendu parler de cette affaire? Quelle version vous hante le plus? Celle du mari calculateur ou celle de la mère brisée? Il y a bien des années, quand j'ai été en 2e année au cégep de Sainte-Foy, j'ai eu un job d'été comme sauveteur au village vacances Valcartier, juste à côté de Québec. C'était un boulot cool, sur bien des plans, un super endroit pour parler aux filles, et si tu faisais un quart de plus que 7 heures, tu pouvais avoir une poutine gratuite pendant ta pause. Un jour, il a fait plus de 35 degrés Celsius dehors. Pas un nuage. Le soleil m'a frappé la peau comme un fer rouge. J'ai transpiré à grosses gouttes parce que je devais porter des pantalons kaki et un polo épais pour l'uniforme. Avec le reste des sauveteurs, la seule liberté qu'on a eue, c'était de remplir notre bouteille d'eau toutes les heures. Toute la semaine, c'est resté comme ça. Mais ce jour-là, c'est devenu pire. Mon patron, Monsieur Lavoie, a merdé dans sa planification au début et il m'a filé le toboggan le plus haut du parc. Le machin mesurait 18 mètres de haut. Il avait 3 toboggans canalisés qui commençaient comme un tuyau, puis s'ouvraient en demi-tube, sans plafond. Un des tuyaux, le plus populaire, descendait à 140 degrés, raide comme la mort. Les gens partaient en flèche. En 2 ou 3 secondes, ils étaient en bas. Je peux te dire que c'était un toboggan terrible, et c'est pour ça qu'il attirait la foule. La popularité a mis une pression d'enfer sur nous. Il a fallu que l'on fasse respecter à la lettre, un sauveteur en haut, un autre en bas, histoire d'éviter le chaos. À la mi-journée, je m'étais calé dans un rythme carré. J'ai laissé descendre 4 personnes par minute, une toutes les 15 secondes. Tic-tac. Puis un groupe d'adolescents, clairement de Montréal, est arrivé. Trop excités. Les gars, tu sais le genre, ils ont l'air de chercher les emmerdes. Les ados masculins, c'est toujours la source des pires conneries au parc, du plus bas ramasseur de poubelles jusqu'au cadre. Je les ai regardés. Ils ont une lueur de malice dans les yeux. Je n'ai pas su tout de suite ce qu'ils mijotaient, mais j'ai fait clair. Je ne veux pas de problème, calmez-vous. Ils ont semblé se calmer. Les 3 premiers ont fait ce que je leur ai demandé et sont partis. Le 4e, juste avant de partir, m'a lancé un sourire. Un sourire qui voulait dire « je m'en fous ». Je lui ai donné le feu vert. Il a accroché ses mains au haut du tuyau. Il a sauté un peu, puis il s'est lancé. Pas une descente contrôlée, il s'est catapulté. Il s'est envoyé dans le tuyau à une vitesse folle, bien plus rapide que ce qui était sûr. J'ai voulu le retenir à la dernière seconde. Mes mains ont bougé trop tard. La chaleur m'a vidé les réflexes. Il a filé dans le toboggan. Je me suis penché par-dessus la tour pour regarder la section en demi-tube. 2 ou 3 secondes après, j'ai vu l'horreur. Ce moment m'a glacé plus que tout ce que j'ai jamais connu. Avant ça, j'avais peur de plein de trucs. Rater le cégep, me faire larguer, voir mes parents se séparer. Mais rien ne m'a préparé à ce que j'ai vécu. Le gamin a foncé sur la section en demi-tube, avec la vitesse et l'angle qui l'ont projeté vers le haut. La force l'a sorti du demi-tube, comme si la pente l'avait rejeté. Et puis il est retombé, 9 ou 12 mètres, je n'ai pas su compter, sur le béton en dessous.
Le bruit de l'impact m'a arraché quelque chose à l'intérieur. Un énorme ploc, un craquement sourd, comme si le monde avait frappé du plat de la main sur un tambour. J'ai senti mon estomac tomber, ma mâchoire se décrocher. J'ai eu la nausée. Mon cœur a commencé à tambouriner si fort que je l'ai entendu dans mes oreilles comme un rouleau. Au départ, il n'a pas bougé. J'ai cru qu'il était mort. 2 secondes après, il a poussé un cri, un hurlement pire que tout ce que j'avais imaginé. Et là, je me suis senti étrangement soulagé qu'il n'ait pas rendu l'âme sur le coup. Mais ce soulagement a été bref. Ses blessures étaient atroces. Quand les ambulanciers d'urgence conduits santé l'ont pris en charge, j'ai vu son bras. Il pendait comme une pâle de linge trempé. Il avait atterri sur ce côté et la force avait broyé son bras. Quand ils l'ont mis sur la civière, son bras a pendouillé, flasque, comme un spaghetti mou. L'image me hante encore. Autour de moi, c'était le chaos. Les enfants pleuraient, des adultes se couvrirent le visage, secoués. Des gens se sont agrippés à leurs proches en sanglotant. On avait tous cru que l'on venait de regarder un gamin mourir. T'imagines les réactions, la panique, la culpabilité, le regard de dégoût. Tout était là, à quelques mètres. Moi, au milieu de ce tumulte, je n'ai pas eu peur, j'ai eu de la colère. Je m'étais exprimé. Je leur avais dit d'arrêter. Et ce dernier gamin, avec son regard de défi, m'avait craché dessus avec son geste. Si seulement il m'avait écouté, tout aurait pu être évité. J'ai senti la rage me bouffer comme un feu. J'ai cru que j'allais me faire virer. Heureusement, le directeur du parc, Jean-François, a compris. Il a refusé de me reprocher quoi que ce soit. Il n'a pas voulu de rapport contre moi. J'ai gardé mon poste pour l'été. Le toboggan, lui, a été fermé pour le reste de la saison. Je l'ai appris après. L'année suivante, il a rouvert avec une protection sur la moitié inférieure du toboggan. J'ai respiré un peu mieux en apprenant ça. Savoir qu'on avait évité que ce truc n'arrive à nouveau m'a donné un peu de paix. Mais je n'ai jamais oublié le bruit du choc, le goût métallique qui m'a brûlé la bouche, l'odeur âcre du désinfectant mêlé à quelque chose de chaud et de rouillé. Quand je pense à cette journée, mon cœur se serre encore. Et la colère, elle, est toujours là, froide. Au moins, plus aucune autre équipe de sauveteurs n'aura à sentir ce même mélange de peur et de culpabilité que j'ai senti ce jour-là. Je suis tombé, en mars de cette année, sur un gars mignon qui s'appelait Jean-François, sur une appli de rencontre. Après une semaine ou 2 à s'envoyer des textos, on a fini par se donner rendez-vous. Au début, il voulait me garder la destination surprise. Moi, les surprises au premier rendez-vous, je laisse ça au film. J'ai dû lui tirer les vers du nez. Il m'a lâché enfin. Il voulait m'emmener à la Ronde. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Ronde, c'est le parc d'attractions sur l'île Sainte-Hélène, à Montréal. Un genre de grand parc pour adultes. Ça n'était pas mon idée d'un premier rendez-vous parfait, mais c'était public, il y avait des caméras partout, c'était safe. Je lui ai dit cash que je ne monterais sur aucune attraction à sensation. Il a fait le relax et a proposé juste une crème glacée, histoire de garder ça tranquille. C'était un rendez-vous, et pour un moment, c'était vraiment agréable. J'ai pris une crème glacée pistache. Il a payé. On a parlé de films, de musique. On a marché, on a parlé de tout et de rien. Puis on est arrivé devant la tour de chute libre. La tour de chute libre, c'est la grande tour où les gens sont sanglés dans un anneau qui monte haut, puis dégringole à toute vitesse avant de freiner près du sol. Ceux qui ont peur du vide savent très bien de quoi je parle. Moi, la hauteur,
c'est ma bête noire. Rien que de la regarder, j'ai eu la nausée. J'étais pâle comme un linge, et lui, il en riait presque, en me demandant en rigolant si je voulais faire un tour. J'ai dit non, évidemment. On discutait. Je disais que j'étais plutôt casanière maintenant, que sortir, draguer, tout ça me fatiguait. Mais mes yeux ne lâchaient pas la tour. J'étais coincé, hypnotisé, à regarder chaque montée, chaque chute. Et à chaque chute, il y avait ce même bruit, des hurlements stridents, secs, qui traversaient l'air. Le cycle s'est répété encore une fois, la nacelle qui montait, les gens qui criaient. Et puis, soudain, ça a sonné différemment. Un cri qui n'était pas comme les autres, plus aigu, plus sec. J'ai vu quelqu'un tomber. Je me rappelle de ce vide en bas du ventre, comme un coup de poing. On a tous ce cauchemar de tomber d'une attraction qui déraille. Moi, je l'ai vu vivre, là, devant mes yeux. Les mouvements du corps qui basculaient, les membres qui s'agitaient, comme pour s'accrocher à rien. J'ai vu la chute. Je ne voulais pas la reconnaître, mais je l'ai vue. Un hurlement collectif a alors déchiré la foule. Un son que je n'oublierai jamais, jamais. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, comme un tambour qui martelait ma mâchoire. Jean-François m'a demandé d'une voix retournée si quelqu'un était tombé. J'ai répondu d'une voix qui tremblait, que je l'espérais pas. En y repensant, j'ai choisi le mot « espérer ». J'ai vu la personne. J'aurais pu dire autre chose, mais j'ai dit « j'espère ». Les bras qui fouettaient l'air, la terreur dans les doigts, tout ça, je l'avais vu. Mais accepter, comprendre, c'était comme se brûler la langue. Après le cri, quelques gens se sont mis à courir vers la tour. D'autres, beaucoup d'autres, ont fait l'inverse. Ils se sont mis à partir à reculons, à s'éloigner. Certains étaient blancs comme des draps, d'autres pleuraient en silence. Un type marchait simplement, les doigts serrés derrière la tête, répétant « tabarnak, tabarnak » à voix basse. Je me suis dit, ces gens ont vu la même chose que moi, mais de si près que c'était réel pour eux. Ils avaient vu mourir quelqu'un. Quand la réalité m'a enfin rattrapé, j'ai fait ce que je savais faire. J'ai marché dans la direction opposée. J'ai marché comme si m'éloigner tuerait l'image, comme si la vue de cette tour métallique disparaîtrait avec la distance. Jean-François a commencé à me suivre, à me demander si j'allais bien. J'ai dû me retenir de pleurer tout de suite, là, devant lui. Les pensées se bastonnaient dans ma tête. Comment la personne a-t-elle pu se détacher? Est-ce que ça a fait mal? Est-ce qu'elle est morte sur le coup? Aucune chance qu'elle ait survécu à une chute pareille sur le béton. Ce serait un miracle. Ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est cette image de la mère qui apprendrait la nouvelle. On ne sait jamais quand le temps d'une personne est écoulé. Peut-être qu'ils s'étaient disputés le matin même. Peut-être qu'ils ne s'étaient pas reparlé depuis des jours. Et tout à coup, en un instant, tout s'arrête. Rien que d'y penser, j'ai senti mes lèvres trembler. C'est terrifiant de se dire qu'on peut aller faire un tour au parc et boum, ne plus exister. Je sais que ça peut sembler égoïste, parler de ma propre panique au lieu de décrire comment j'ai aidé. Mais on était à au moins un terrain de football de la tour. Beaucoup d'autres étaient le plus près et avaient déjà appelé les secours. J'étais inutile, impuissante, incapable de revenir en arrière, d'arrêter le temps, d'empêcher quoi que ce soit. C'était un des pires sentiments de ma vie. Je lui ai demandé de me ramener chez moi. C'était tout ce que j'arrivais à dire, à part sangloter. Il a été parfait. Il m'a pris dans ses bras,
m'a raccompagné jusqu'à sa voiture et m'a ramené directement à mon appartement du plateau Mont-Royal. Il m'a proposé de rester, de ne pas me laisser seul, mais je lui ai dit que non, que j'avais besoin d'être loin des autres, de pouvoir digérer ce que je venais de voir. Lui aussi était secoué. J'ai culpabilisé d'avoir refusé. Peut-être qu'il aurait eu besoin de quelqu'un aussi. Mais je me suis affalé sur mon lit et j'ai pleuré. Les jours ont passé. J'ai à peine parlé à qui que ce soit, sauf à ma mère, Marie-Claude, à ma sœur Sophie et à Jean-François. Ma mère et ma sœur ont été incroyables. Elles m'ont apporté des petites choses, des colis de réconfort. Elles m'ont gardé à l'œil. Elles m'ont donné de l'argent, des dollars canadiens, parce que j'étais trop traumatisé pour retourner à mon boulot de serveuse au petit resto du coin. Je crois que c'est Jean-François qui m'a le plus aidé, parce qu'il avait vu la même chose que moi, et il comprenait. Il suivait tous les infos. C'est comme ça que j'ai su exactement ce qui s'était passé. Pardonnez-moi si certains détails sont flous. J'ai juste survolé l'article dans le Journal de Montréal et j'essaie de m'en souvenir. Mais voilà, le garçon qui a perdu la vie avait 14 ans. Il dépassait largement la limite de poids pour l'attraction. Il avait été installé sur des sièges ajustés pour des personnes plus larges, mais la personne qui l'a sanglé ne l'a pas fait correctement. Après quelques tours, les sangles se sont desserrées. La tour a redescendu. La nacelle a chuté et le garçon s'est glissé hors du siège. Il est tombé. On a dit qu'il était tombé au moins une centaine de pieds et il a percuté le béton. Il est mort sur le coup. J'ai un énorme poids au cœur pour la famille du gamin. Ne pensez pas que je minimise ça, mais savoir que la cause n'était pas un caprice du destin, pas une pluie de mauvais sorts, mais une négligence humaine a, d'une façon étrange, transformé ma paralysie en colère. Ce n'était pas juste un gars qui a glissé. Il n'aurait jamais dû être assis là. S'il y avait eu une application stricte des tailles et des poids, il serait encore là. Je sais que c'est facile, après coup, de dire « ils auraient dû », mais ça m'a aidé à ne pas rester dans l'absurde. Quelqu'un a merdé. Peut-être que la famille va poursuivre la ronde, et ils ont raison. Si un parc met en danger une vie pour économiser quelques dollars, il ne mérite pas son nom. J'espère qu'ils auront des millions de dollars canadiens, que le parc ferme si c'est nécessaire. Peut-être que la Sûreté du Québec enquêtera pour que ça n'arrive jamais plus dans un parc d'attractions au Québec. Avec le temps, la peur s'est transformée en rage. Les images reviennent quand je suis seul, le bruit de la chute, le cliquetis des sangles qui se desserrent, le silence qui a suivi la chute comme si le monde retenait son souffle. Parfois, je me surprends à regarder les tours métalliques dans le paysage, avec une haine qui me surprend. J'entends encore, la nuit, ce cri qui déchire. Et parfois, au milieu d'une petite foule, au marché, je me demande qui a été le dernier à serrer ce gamin dans ses bras, qui lui a dit « à ce soir », qui a reçu la nouvelle au téléphone. Ces questions me rongent. Je n'ai pas essayé de me rendre sur les lieux le lendemain. Je ne voulais pas une scène, des fleurs, des bougies. J'avais besoin d'effacer. Mais il n'y a pas d'effacement pour ça. Ce que je peux faire, c'est raconter, encore et encore, parce que se taire, pour moi, serait comme accepter que c'était un hasard. Et je ne peux pas accepter ça. Je ne veux pas que ce soit un hasard. Je veux que quelqu'un soit tenu responsable. Je veux que la mère du garçon sache que tout un tas d'inconnus pleurent avec elle, que ça n'était pas un accident inévitable. Quand j'y repense, je revois la pistache fondre sur ma langue, la chaleur du soleil sur mon cou, l'odeur de barbe à papa et d'huile de machine, et puis, comme une fêlure, ce bruit, ce cri et la chute.
Ça suffit à me retourner l'estomac rien que d'en parler. Je sais que je parle beaucoup de moi dans cette histoire, et que c'est égoïste. Mais la vérité, c'est que j'étais là, et les images me hantent. Je voudrais pouvoir remonter le temps d'une façon ou d'une autre. Je voudrais crier aux opérateurs, vérifier les sangles, vérifier 2 fois, ne laisser personne monter s'il ne remplit pas les critères. Combien de vies valent le prix d'une attraction mal sanglée? Combien de larmes valent la paresse d'un employé pressé? Si quelque chose de bon peut sortir de tout ça, j'espère que ça forcera une révision, une interdiction, un contrôle plus sévère. J'espère que personne d'autre ne vivra ça. La panique, la culpabilité d'être impuissant, l'image qui s'incruste. J'espère que le garçon aura la justice qu'il mérite et que sa famille aura quelque chose pour arrêter le monde qui leur est tombé dessus. Parfois le soir, quand la rue est silencieuse, j'entends encore, comme un écho lointain, l'onde du cri. Mon corps se raidit, mon estomac se retourne, et je me rappelle que la vie tient à si peu. Une sangle mal attachée, un regard qui déraille, un « à demain » qui devient un non-retour. J'écris tout ça parce que garder le silence serait trahir sa mémoire. Alors je raconte, en murmurant, comme on dirait une prière dans un bar faiblement éclairé. Souvenez-vous, ne laissez jamais ça se reproduire. J'ai grandi dans ce petit coin qu'on appelle Prévost, dans les Laurentides. Tous mes amis habitaient en bas, à Saint-Jérôme. Quand je voulais les voir, ma mère ou mon père me déposaient là. Puis, vers l'âge où on commence à vouloir tout seul, je me mettais à y aller à vélo. Les vélos nous donnaient cette liberté-là. Partir, s'éloigner, sentir le vent crever nos oreilles. On allait loin. Dans toutes les directions, on explorait. C'est comme ça qu'on est retombé sur le Dog Patch. Le Dog Patch, c'était un parc d'attractions abandonné, planté quelque part aux chutes Marbelle. Il avait fermé alors que j'étais gamin. Je me souvenais d'y être allé quand il fonctionnait encore. Mais avec le temps, on avait oublié l'endroit, jusqu'au jour où on y est retombé, par hasard, en pédalant. Ce n'était pas un parc normal. Pas de grandes montagnes russes, plutôt un décor de camp sauvage, comme si les proprios avaient voulu donner l'illusion d'un camp de plein air. Il y avait un grand toboggan aquatique qui, en réalité, n'était plus vraiment humide, des cabanes en rondins abandonnées, des grosses cheminées en briques rouges. C'était pas un lieu sûr, pas du tout, mais je crois que c'est justement ça qui nous attirait, l'interdit, l'abandon qui sentait la rouille et le bois pourri. On a traîné là tout l'été. On a fait ça pendant presque 4 ans. Chaque été, la nature reprenait un peu plus ses droits et le parc devenait aussi sauvage que nous. J'ai passé certains des meilleurs après-midi de mon enfance dans ce parc mort. Et, pour des raisons que vous allez comprendre, ces souvenirs m'ont été salis à jamais. Je sais que c'est quelque chose que j'ai encore à régler, mais la suite m'a collé à la peau. Elle a passé à travers. Les 3 étés où on a squatté le Dog Patch ont tout changé. Le 3e été, précisément, il y a eu un basculement. Et jamais je n'aurais imaginé la tournure que ça prendrait. À Prévost, il y avait une famille avec une vilaine réputation. On disait qu'ils étaient pauvres, et parfois la pauvreté fait faire des choses dures. Mais on les disait surtout méchants. Leur fils s'appelait Noé. Noé était étrange. Au secondaire, je me rappelle qu'un jour, les autres gamins l'ont pointé du doigt et se sont mis à rire parce qu'il mangeait des croquettes pour chat à l'heure du midi. Vous imaginez le truc? Être au milieu des regards et sortir sa boîte de pâté pour félin. On aurait pensé que ça le ferait se cacher,
le jeter, se ridiculiser moins. Mais lui, il s'en foutait. Peut-être qu'il avait si faim qu'on ne comptait plus. Peut-être qu'il n'entendait même pas les rires. Il y avait des rumeurs sur sa famille, des histoires dures, drogue, voleurs. Pire encore, on entendait même parler d'enlèvement. Mes parents m'ont mis en garde. Ne traîne pas près de chez eux. Mais personne ne disait vraiment de mal sur le gamin lui-même. Noé était un solitaire. Il n'allait nulle part avec nous. Il n'avait pas d'amis. On ne le voyait jamais dehors, sauf à l'école. Alors imaginez notre surprise le jour où on a discrètement pénétré le dog patch et découvert de la compagnie. Quelqu'un était là, assis au bord du petit bassin du vieux toboggan. Au début, on a cru à un fantôme, tant on ne l'attendait pas. Puis, en s'approchant, on a reconnu Noé. On ne s'est pas approché tout de suite. Nous quatre, on s'est tassés, on a chuchoté. Que faisait-il là? Comment était-il entré? Le voir, lui, dehors, ça nous a semblé aussi rare que de voir une bête. On ne voulait pas vraiment l'expulser de notre terrain de jeu, mais on n'était pas non plus prêt à l'inviter à rejoindre la bande. On restait à distance. Et puis il a sorti quelque chose de sa poche. Il l'a porté à ses lèvres. Il a mis le feu. C'était une cigarette. Pour nous, à l'époque, c'était énorme. On avait tous juste 14 ans à peu près. Là où on vivait, tout était strict. Être jeune et fumer, boire, c'était comme défier le monde des adultes. Quelqu'un devait bien lui avoir appris. Peut-être que c'était pour nous provoquer qu'il a allumé. Quoi qu'il en soit, ça a marché. Un de mes potes a avancé, a crié un truc du genre « C'est pour de vrai ?» On pensait qu'il faisait semblant, comme quand on roule du papier pour faire croire qu'on fume. Noé nous a invités à venir voir. Et oui, c'était une vraie cigarette. Il a sorti toute la boîte, encore scellée. Il a dit que sa grand-mère lui achetait ça. On a ri, on a dit qu'il racontait n'importe quoi. Le lendemain, il est revenu avec une pile de cigarettes et une petite fiole de whisky qu'il a partagée. On a continué à douter. On a pensé qu'il volait. Mais en quelques semaines, il s'est doucement intégré. Noé n'était pas un monstre. Juste bizarre. Il sentait un peu la renfermer parfois, mais si on restait à distance, il était supportable. Il était drôle, d'une façon étrange. Il rigolait encore de l'histoire des croquettes pour chats. Il disait que c'était pour provoquer, que la pâtée n'était pas si mauvaise si on fermait le nez. On ne savait jamais s'il plaisantait. On s'en fichait. Noé, c'était notre fournisseur d'interdits. Cigarettes, alcool, revues pour adultes, tout lui tombait entre les mains. On ne se posait pas beaucoup de questions. On ne regarde pas les dents d'un cheval qu'on nous offre, comme on dit. Mais la curiosité a fini par l'emporter. Un après-midi, alors qu'il feuilletait une vieille revue grivoise, on a demandé « Est-ce que c'est vraiment sa grand-mère qui lui achète tout ça ?» Il a ri, un petit rire sec, et nous a dit que oui, que sa grand-mère vivait seule dans une roulotte vétuste, que des hommes venaient lui apporter de l'argent quelques fois par semaine. Il n'a pas su dire d'où venait le reste. On a échangé des regards. Le gamin était chanceux, se sont dit certains. Moi, une idée m'a traversé l'esprit, une pensée que je n'ai pas osé poser devant lui. Sur le chemin du retour, je l'ai lâché à mes potes. Je pense que la grand-mère est une travailleuse du sexe. Ils ont d'abord ri, pensant que je plaisantais. Mais j'étais sérieux. Ça expliquait les allées et venues d'hommes, et tout le reste. Ça n'expliquait pas tout. Par exemple, pourquoi elle achetait de l'alcool et des cigarettes pour Noé. Mais ça expliquait beaucoup.
On en a beaucoup parlé cet été-là. On n'a jamais formulé la question à voix haute. On avait peur de perdre notre filon. Non, on s'est dit que la vie de Noé était son affaire. Et pendant un moment, c'est resté comme ça. Jusqu'à la nuit où il a fait de ma vie son affaire. Ce soir-là, mes parents s'engueulaient, comme jamais. Ils criaient, claquaient des portes. J'ai entendu des objets tomber. Ils ont hurlé pendant des heures. Je pouvais sentir la chaleur d'été coller à la peau en sortant. L'air était lourd, humide, ça pesait sur la poitrine. J'ai fermé la porte sur mes parents sans qu'ils entendent. Je suis monté sur mon vélo et j'ai filé vers le dogpatch. C'était l'endroit où le vacarme de chez moi ne me poursuivait pas. J'ai roulé une 20aine de minutes, trouvé notre entrée secrète, une planche pourrie qu'on avait arrachée. J'ai ramassé les morceaux, je suis passé par-dessus et je suis entré. J'ai traversé le champ dévasté. Le toboggan se dressait au loin. Plus j'avançais, plus je voyais une petite lueur orange vaciller dans la nuit. Une fumée qui brillait. Une cigarette. Quelqu'un fumait. Je me suis surpris à prier que ce soit Noé et pas un taré sorti d'un film d'horreur. J'ai crié dans l'obscurité. « C'est toi, Noé ?» Sa voix a répondu. « Oui. » Mais elle n'était pas nette. Elle tremblait et avait un nasillard qui faisait penser à quelqu'un qui avait pleuré. Je me suis assis en face de lui, sur le bord du bassin en béton. J'ai entendu des reniflements, ces petits sons qu'on fait quand on a pleuré. Il tenait une cigarette d'une main, une bouteille de l'autre. « Ça va ?» ai-je demandé. Silence. Il a pris une gorgée, a grimacé, a tiré une bouffée sur la cigarette. À l'époque, il avait 15 ans, parce qu'on l'avait redoublé. Mais il tenait cette bouteille comme un homme qui avait vécu 3 vies. Il ne disait rien sur ce qui n'allait pas. Alors j'ai fait au mieux. J'ai dit quelque chose de banal, du genre « ça ira, tout ira bien ». Ce n'était pas de la grande poésie, c'était juste une formule. Mais la réponse m'a glacé. Quand je lui ai dit que tout s'arrangerait, il a soufflé. Non, ce n'est pas vrai. Il n'a pas dit ça d'un ton blasé. Non, il a dit ça comme quelqu'un qui accepte une sentence. Tout mon corps s'est figé. J'ai voulu le convaincre, lui parler de mes parents, dire que malgré leurs disputes, ça finissait toujours par se calmer. Parler pour combler le vide. Mais il m'a fermé la bouche d'un geste, la ferme. Ensuite, il a fouillé dans sa poche, m'a tendu une cigarette et le briquet. J'ai mis la cigarette entre mes lèvres. Avant d'essayer d'allumer, j'ai regardé le briquet. Il avait des traces, des taches brun-rouge sur le métal, du sang. J'ai laissé tomber la cigarette. J'ai dit « Putain !» Noé a murmuré « Désolé ». Puis il a jeté la boîte sur le béton. En m'accroupissant pour mieux voir, j'ai vu autre chose. Là, à ses pieds, une forme sombre, un objet froid, un pistolet. Mon cœur a fait un bond si fort que je l'ai senti jusque dans la gorge. J'ai demandé stupidement « C'est quoi ça ?» comme si espérer une autre réponse allait la faire apparaître. Mais il n'a pas nié. Il l'a ramassé. Je me souviens d'un frisson qui m'a parcouru la peau, comme si celle-ci voulait se détacher. J'avais déjà vu des armes. J'en avais même tiré une fois, où c'était juste pour s'amuser. Mais je n'avais jamais été près d'un type qui tenait un flingue, saoul, prêt à s'effondrer. Noé s'est tourné vers moi et a tenté de me rassurer. « Il n'est pas chargé, t'en fais pas. » Je lui ai demandé comment on pouvait garder un flingue déchargé en main. Il a répondu d'un ton plat. Il ne l'était pas quand je l'ai ramassé. Sion bisak, sial, et là, le froid m'a envahi. Une pensée a fait claquer mon crâne. Il avait tiré sur quelqu'un.
L'horreur m'a serré la gorge, et avec l'horreur est arrivée une curiosité noire et dévorante. Qui était-ce? Après un long silence, j'ai réussi à haleter la question. Il a soupiré. Puis il a demandé si je me souvenais de ce qu'il avait dit, avant, sur les hommes qui venaient chez sa grand-mère pour lui donner de l'argent. J'ai hoché la tête. J'ai risqué. Est-ce que tu as tiré sur un de ces types? Il a acquiescé d'un signe bref. Mais c'était pas tout. Ce n'était pas la raison pour laquelle il se sentait malade. Il a secoué la tête, caché son visage dans ses mains, et un son est passé, un sanglot qui couperait n'importe quel fil. Entre deux hoquets, il a murmuré. Je lui ai tiré dessus, à ma grand-mère. Je me suis figé. Comment? Pourquoi? C'était impensable. J'ai attendu qu'il me dise que c'était une erreur, que c'était un accident. J'ai voulu croire qu'un type frappait la vieille et que Noé avait voulu la défendre, qu'il avait voulu viser la main, l'épaule, et que par accident la balle avait atteint la grand-mère. J'ai essayé d'argumenter pour lui. La Sûreté du Québec pourrait comprendre si c'était pour la défendre. Mais Noé a soufflé un mot qui m'a rongé plus que la peur. Non. Il a posé la bouteille sur le béton, a balancé sa boîte de cigarettes du plat de la main. Elles se sont répandues, puis il s'est levé et s'est mis à partir. Je l'ai appelé. J'ai voulu proposer de l'aider, l'emmener quelque part. Mais il s'est contenté de dire « Je n'en ai plus besoin ». Et il a disparu dans le noir. J'ai traîné là un moment, regardant les taches sombres sur le béton, le briquet où brillaient encore des taches de sang. Quand je suis rentré, il y avait encore la chaleur de l'été qui collait contre les fenêtres de la maison. Mes parents étaient furieux. J'avais enfreint l'interdiction de sortir. Ils m'engueulaient, mais tout a changé quand je leur ai raconté la version de Noé. Après ce que je leur ai dit, ils ont appelé la Sûreté du Québec. Et ça a lancé un scandale qui a secoué toute la région des Laurentides pendant des semaines. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de Noé. La police ne l'a jamais retrouvé. La rumeur générale voulait qu'il ait volé l'alcool, puis tiré sur sa grand-mère et son amoureux. À l'époque, je n'avais pas mis bout à bout toutes les pièces du puzzle. J'ai cru la version simple. J'ai cru que c'était un gamin mal luné qui avait pété un câble et avait tiré dans le tas. Des années plus tard, alors que j'étais déjà à l'université, je tenais un verre. C'était le même genre de whisky que celui que Noé nous avait filé ce jour-là, des années avant. J'ai pris une gorgée. Un flash est revenu, ces mots qui m'avaient heurté comme une lame. Elle les laissait faire. Elle laissait faire quoi? Au début, je n'ai pas voulu y croire. Mais c'est revenu, morceau par morceau. Les hommes qui venaient chez sa grand-mère, l'argent qu'elle recevait, pourquoi elle donnait des cigarettes et du whisky à un gamin, pourquoi elle ne laissait pas passer autre chose, pourquoi elle interdisait la drogue. Et la phrase qu'il avait lâchée, là, sur le béton, entre deux sanglots, elle les laissait faire. Et puis la vérité s'est imposée, lente, implacable. Ce n'était pas seulement que sa grand-mère se vendait, pas seulement qu'elle vendait son corps. Elle gagnait de l'argent en vendant lui. Elle laissait ses hommes faire ce qu'ils voulaient. Elle acceptait l'argent. Elle fermait les yeux sur les marques. Elle donnait des cigarettes à Noé, comme qui donnerait un jouet à un enfant pour le calmer. Le pire était d'imaginer la petite roulotte, la vieille, qui ouvre, qui fait entrer un homme, la lumière jaune, les murs qui sentent la cuisine tiède et le savon bon marché. Et dans cette même roulotte, le gamin, offert. On a essayé de ne pas y penser. On a préféré croire que c'était une autre histoire. Mais ce soir-là, à l'université, le goût du whisky
m'a ramené l'image du briquet plein de sang, la vision du flingue au bord du bassin, et surtout les mots « elle les laissait faire ». Je l'ai raconté aux flics à l'époque. Ils ont cherché. Ils ont accusé Noé d'être un gamin dangereux. Ils ont dit qu'il avait volé, qu'il avait tiré. Ils ont peint l'histoire en noir et blanc. Mais la vérité que j'ai découverte bien plus tard, au fil de ce goût amer dans mon verre, c'était que la violence ne naît pas ex nihilo. Elle est semée. Elle a des racines, la négligence, l'abandon, la transaction. Ils avaient pris le gamin. Ils en avaient fait un objet. Ils avaient payé. Et sa grand-mère, elle avait fermé sa porte derrière eux, puis derrière elle aussi, et comptait les billets comme on compte des graines. Je ne sais pas comment une femme peut endurer ça et regarder son propre petit revenir abîmé. Je ne sais pas comment un enfant peut porter la rage et l'effondrement qui suivent. Je sais seulement que ce soir-là, Noé est parti sans ses cigarettes. Il a laissé le briquet. Il a laissé le flingue jeter son ombre sur le béton. Et il a laissé derrière lui quelque chose qui, pour moi, a fait basculer l'adolescence dans la nuit. J'ai longtemps porté la culpabilité du témoin. Tellement de choses ne se sont pas arrêtées. Tellement de regards ont choisi de détourner. Et la phrase qui m'habite encore, comme un goût métallique au fond de la gorge, c'est celle qu'il a prononcée entre deux sanglots. Elle les laissait faire. Elle gagnait de l'argent en le vendant, en le livrant, en vendant son corps à lui, la chair d'un enfant, pour de l'argent. Tout l'été, on avait pris sa cigarette, on avait pris son whisky, et on était reparti comme si on avait trouvé un trésor. On avait joué. Et pendant ce temps, dans la roulotte, la transaction se faisait, encore et encore. Aujourd'hui, quand la nuit est lourde et humide, quand j'entends l'allumette d'un briquet, je vois la petite lueur orange vaciller près du vieux bassin. Et je me rappelle Noé qui a dit « Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas comme dans les histoires. C'est pire. C'est réel. C'est ce que les ombres font lorsque personne ne regarde. » Le matin du 26 septembre 2011, des ouvriers du chantier sont arrivés sur l'emplacement de l'ancienne cimenterie, juste au nord de Montréal. L'air était froid, sale de poussière et d'huile, et pourtant quelque chose, ce matin-là, a paru anormal dès le pas de la grille. Ils ont pensé que le projet serait le plus étrange de toute leur carrière. On leur avait demandé de bâtir un parc d'attractions très particulier, un parc qui ne voulait ressembler à rien d'ordinaire, un parc appelé Cementland. Cementland, c'était l'idée d'un homme, Bob Cassili, un entrepreneur excentrique, mais adulé, qui avait insufflé une nouvelle vie au centre-ville de la métropole. Il avait rêvé d'un espace brutaliste transformé en fête foraine, des sculptures gigantesques en béton, des carcasses d'engins abandonnés, même une rivière artificielle assez large pour y mettre des petites embarcations. Bob avait été exigeant, mais il avait gagné le respect des équipes. Il avait versé son sang, sa sueur, ses nuits blanches sur ce chantier. Il dormait parfois au milieu des matériaux non finis, et après des journées où les corps hurlaient de fatigue, il continuait de travailler quand les autres avaient déjà rangé leurs outils. Alors quand, ce matin-là, les gars ont aperçu le camion de Bob et la grille entr'ouverte, ils ont cru qu'il avait commencé tôt. Mais en marchant sur le terrain, un silence épais les a accueillis. Un silence qui mordait. Le chantier habituellement hurlant était devenu muet. On entendait juste le vent qui traînait des bouts de plastique, le roulis d'un container dans la brise. Ce silence leur a donné la chair de poule. Après avoir pointé et rempli leur thermos de café, ils se sont dispersés pour le chercher.
Au bout de quelques minutes, l'un d'eux a crié. Un cri bref, sec. Les autres ont accouru. Là, au bas d'une pente raide, une pelle mécanique gisait sur le flanc. Dans la cabine, affalé, tout recouvert de sang, il y avait Bob Cassili. Ils ont appelé les secours, les ambulanciers ont répondu. Mais les secouristes ont constaté que Bob était déjà mort depuis plusieurs heures. Les premiers policiers sur place ont pensé, comme on le fait souvent, qu'il s'agissait d'un accident. La machine avait basculé, il avait été écrasé, les côtes brisées, le crâne meurtri. Le médecin légiste de Montréal, le docteur Michel Gagnon, a confirmé cette cause apparentée à l'accident dans son rapport d'autopsie. Pourtant, même lui n'a pas pu affirmer avec certitude que Bob se trouvait dans la cabine au moment de la chute. Officiellement, la Sûreté du Québec a classé la mort comme accidentelle. Mais, dans les semaines qui ont suivi, son épouse, Marie-Claude Cassili, a insisté. Son mari avait été assassiné et on avait maquillé le meurtre en accident. Un médecin a soutenu sa veuve. Le docteur Arthur Tremblay a consulté le dossier et a dit sans détour que les blessures étaient trop graves pour être le simple produit d'une chute. Selon lui, seules des attaques répétées et sauvages, portées avec un objet contondant, pouvaient expliquer de telles lésions. Piquée par ces mots, Marie-Claude a commencé sa propre enquête. Et ce qu'elle a découvert l'a glacée. Elle a cité un article du Mirror de Montréal. Les basculements mortels de pelles mécaniques sont étonnamment rares. Une étude sur les accidents miniers de 1988 à 1997 n'avait recensé que 14 décès par renversement. Dans tous les cas, la victime avait été projetée hors de la cabine, asphyxiée ou noyée. Nulle part, aucun cadavre retrouvé assis dans une cabine, le crâne fracassé. Et, dans presque tous les cas où la mort venait d'un traumatisme crânien, la victime n'avait pas bouclé sa ceinture. La police a affirmé que Bob ne portait pas sa ceinture quand on l'a trouvé. Pour Marie-Claude, c'était une autre pièce du puzzle qui ne collait pas. Son mari était maniaque de la sécurité. Il ne montait jamais sur une machine sans respecter les consignes. Ses collègues l'ont confirmé. Bob ne laissait pas les portes du chantier fermées à clé. Il les ouvrait, il restait vigilant. Alors pourquoi la grille était-elle verrouillée ce week-end-là? Le docteur Tremblay, après avoir lu l'autopsie, a été plus précis. Il a relevé des fractures aux os des mains, des fractures typiques de la défense, les os qui se brisent quand on relève les bras pour se protéger d'une attaque. Il a noté aussi des lacérations au cuir chevelu. Si Bob avait été présent dans la cabine pendant la chute, l'origine de ces blessures aurait été évidente. Les côtes, sur les deux côtés du torse, étaient fracturées, des blessures qui, d'après lui, ne pouvaient pas être l'œuvre d'un seul choc. Si la pelle avait roulé et que Bob n'était pas attaché, son corps aurait été projeté comme une poupée de chiffon et la toiture de la cabine aurait été ravagée. Mais la toiture ne montrait pas de dommages compatibles avec un renversement. Un autre élément a dérangé l'avocat de Marie-Claude. Une large tache de sang à côté de la machine. Des photos sont sorties dans le Mirror de Montréal. Ce n'était pas un morceau ignoré du dossier. Pourtant, la police a soutenu que le sang avait pu couler de la cabine endommagée. Cela contredisait la position dans laquelle on avait retrouvé le corps. Les traces ne s'alignaient pas. Marie-Claude a raconté aussi des comportements étranges chez son mari, les jours qui ont précédé sa mort. Le week-end précédant le drame, elle était partie en visite en Californie. C'était à Bob de récupérer les enfants chez ses beaux-parents. Il n'est pas venu. Ce n'était pas dans ses habitudes.
Inquiète, elle l'a appelé. Sans réponse, elle a alors demandé à un voisin d'aller voir sur place, à Cementland. Le voisin est allé. Il n'a rien entendu. Il a trouvé la grille fermée à clé. Il a pensé que l'endroit était abandonné. Beaucoup ont supposé que Bob avait déjà été victime de l'accident lorsque le voisin est arrivé. Mais Marie-Claude a dit « Bob ne verrouillait jamais la grille quand il travaillait. » Ses collègues l'ont confirmé. Il respectait les règles de sécurité, toujours. Autre détail troublant, presque passé sous silence par les autorités. Quelques semaines avant sa mort, Bob avait déjà été agressé sur le site. Il travaillait seul. Des hommes masqués l'avaient dit pris par surprise, l'avaient assommé et lui avaient volé des outils électriques. Bob n'avait pas porté plainte. Il avait expliqué que la police, déjà surchargée, ne retrouverait rien et que les outils coûtaient moins cher que la procédure. La police a estimé que ce vol violent n'avait aucun lien avec sa mort. Marie-Claude n'en a pas cru un mot. Quand l'enquête a commencé à piétiner, les regards se sont tournés vers ceux qui avaient le plus à gagner. Bob et son ancien associé, David Leduc, se partageaient à parts égales le musée de la ville de Montréal, une institution populaire qui leur avait rapporté une belle aisance. À la mort de Bob, David est devenu l'unique bénéficiaire des revenus du musée. Il a versé un généreux règlement à la famille pour éviter tout litige. Les apparences sont restées cordiales. Pourtant, objectivement, David Leduc avait tout à gagner d'un accident fatal. La Sûreté du Québec n'a jamais semblé envisager Leduc comme suspect. C'était comme si la piste économique, la piste du profit, avait été balayée. Mais ce n'est que la partie émergée d'un naufrage plus profond. Depuis la dernière décennie, les forces de l'ordre au Québec ont été critiquées pour leur inertie, pour des enquêtes malmenées, pour la façon dont elles ont géré certaines crises sociales. Accuser la Sûreté du Québec d'un manque de rigueur dans l'affaire Cassili ne serait pas une première. Marie-Claude est convaincue jusqu'au bout que son mari a été assassiné. On peut comprendre pourquoi son argument fait sens. Mais il y a aussi ceux qui refusent la théorie du complot. L'aîné, Maxime, répète sans cesse que la mort de son père était un tragique accident. Lui et sa sœur Delphine ont choisi de garder les souvenirs heureux, les réalisations, la création, les rires, plutôt que d'obséder sur la fin. Si la mort de Bob est bien un meurtre, ses auteurs ont su effacer leurs traces. Ils ont monté une mise en scène presque parfaite et ont gardé le silence depuis. Une décennie plus tard, il ne reste que des questions. Plus personne, ici-bas, ne peut raconter exactement ce qui s'est passé ce jour-là, sauf Bob Cassili lui-même. Et aucun nombre de réponses ne le ramènera. Il reste pourtant sur ce chantier l'odeur de fer et d'huile, la trace humide du sang qui a séché, les sculptures de béton qui regardent sans comprendre. Et le silence, toujours, qui paraît plus lourd quand on sait qu'il couvre peut-être quelque chose qui ne veut pas être découvert.